Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler de détournement de BD avec Émile Berthier. Bonjour Émile. Salut Thibaut. Tu sors le petit guide local, équitable et lombricompostable de l'effondrement, c'est son titre. On a compris avec un titre comme ça qu'il faut prendre cette BD au 2e voire 3e degré. C'est une BD d'un genre un peu particulier. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. À côté d'Émile, quelqu'un qui est proche de l'univers de la BD, Clé de 12, bonjour. Clé de 12 et les librairies d'Albe vous saluent. Moi aussi, j'ai des sponsors, je suis obligé de... J'ai plusieurs... il faut bien vivre. Il va falloir que je réussisse à les caser. C'est comme Télé Grenoble. Bon, dessinateur de presse qui manie aussi bien l'humour que le crayon. Il est venu avec ses feutres et sa planche à dessiner. Clé de 12 qui va nous parler de son éphéméride 2022. Ouais. Oui, je cherchais la date. Parler de la 2021 non, aussi, mais bon... je cherchais la date. 365 dessins qu'on effeuillera tout à l'heure, un à un, évidemment. Complètement. Voilà. Donc vous en avez pour une bonne partie de la soirée avec cette émission. Je ne sais pas s'ils sont amateurs de BD, mais on a le plaisir d'avoir avec nous deux jeunes alpinistes grenoblois, Simon Velfringer et Pierrick Fine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie des meilleurs alpinistes du monde, puisque vous avez remporté le Piolet d'Or 2021. Le trophée vous a été remis il y a quelques jours. Vous me l'avez confié, vous avez bien fait. Il sera en de bonnes mains. Simon, le Piolet d'Or, est-ce qu'on peut le comparer au Ballon d'Or pour le football, pour ceux qui ne connaîtraient pas le pendant pour l'alpinisme ? C'est deux choses très différentes de par le sport qui récompense. L'alpinisme, ça reste une activité avec très peu de règles, où la compétition n'a pas vraiment lieu. Du coup, c'est certes comparable pour un peu expliquer au commun des mortels le principe des piolets d'or, mais c'est quand même deux choses très différentes. C'est avant tout pour nous une grande fête de l'alpinisme, un moment pour célébrer un peu la montagne, et c'est ce qu'on a vécu ce week-end, et c'était vraiment un super moment. Alors, Pierrick, ça reste quand même une consécration. Vous êtes deux jeunes alpinistes, 27 ans tous les deux. Il y a peu de Français, depuis une trentaine d'années qu'existe cette cérémonie des Piolets d'Or, qui ont obtenu ce trophée. Alors ça change chaque année. Les Césars, c'est toujours la même petite statuette. Le Piolet d'Or, il y a une œuvre artistique chaque année. À 27 ans, c'est une forme de consécration ? Je ne sais pas si on réalise encore vraiment, mais c'est sûr que ça nous a beaucoup fait rêver. Toutes les ascensions et toutes les personnes qui ont eu nous ont fait rêver avant. Après, je pense qu'on ne réalise pas encore. Jacques a tout de suite envie de vous demander si on gagne plus avec un Piolet d'Or qu'avec un Ballon d'Or. On n'a pas gagné grand-chose. On a gagné un beau trophée et surtout des super rencontres. Ce week-end, on a justement pu rencontrer les autres lauréats du Piolet d'Or 2021 et ça, c'était des trucs assez incroyables. Ça vaut largement les millions de dollars que peuvent toucher les sportifs de haut niveau. Alors, ce Piolet d'Or récompense une expédition que vous avez menée tous les deux il y a un an, en 2020, au Pakistan. À l'époque, on était en plein confinement dans la plupart des pays du monde. Comment vous avez fait pour partir là-bas, Pierrick ? Alors nous, on n'était pas encore confinés. On s'est faufilé un peu entre, il y avait juste une fenêtre, entre deux à la bonne fenêtre. Et quand on était là-bas, on a appris qu'il y avait le couvre-feu qui allait être mis en place, qu'il y avait tout ce qui allait être mis en place. Et on était bien contents d'être dans la montagne là-bas et pas ici. Alors votre objectif, c'était le Sani Pakouche, qui est une montagne vierge qui culmine à près de 7000 mètres d'altitude. On va la voir, cette face impressionnante. Vous l'avez trouvé comment, ce sommet ? Alors en fait, le sommet n'était pas vierge, il avait été gravi dans les années 90 par son versant nord. Par contre, cette face sud assez imposante là, qui fait environ 2500 mètres, elle était vierge. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé en fait en farfouillant sur Internet, sur des sites comme Google Earth, FatMap, qui proposent des images satellites
de très haute définition. Et du coup, nous, tout au long de l'année, en fait, on est un peu à la recherche de ce type de projet, un peu à la limite entre performance et exploration. Et c'est vrai qu'on a vu en fait une photo des, je sais pas moi, c'était des 100 derniers mètres de la face. On a trouvé une photo de ça. Et on avait l'air de voir via les photos satellites que ça pouvait potentiellement être un objectif qui nous convenait. Et du coup, on a dit feu, on est parti vers là-bas. Et la première fois qu'on a vraiment vu la face, c'est vraiment en arrivant au camp de base, au pied, quoi. Quand on part sur un projet comme ça qui n'a jamais été gravi, on n'est pas sûr forcément, Pierrick, qu'il y ait une voie pour l'escalader? Alors, on n'est pas sûr forcément qu'il y ait une voie pour l'escalader. Ce qu'on avait regardé, c'est qu'il y avait plusieurs autres sommets qui pouvaient être des plans B, C, D tout autour pour si jamais notre face était un peu trop grosse, si on avait eu les yeux plus gros que le ventre. Bon, l'aventure avec un grand A, parce que vous êtes partis tous les deux, sans l'infrastructure qu'on peut avoir sur certaines expéditions quand on part comme ça en Himalaya. Alors, vous laissez quand même rien au hasard, jusqu'au poids du matériel. Simon, je me tourne vers vous, que vous préparez avec minutie, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une petite passion qu'on a tous les deux avec Pierrick, c'est d'essayer d'alléger au maximum le matériel qu'on emporte dans l'expédition et dans la face. Du coup, voilà, ça nous arrive de couper vraiment le moindre petit truc superflu qu'on a sur notre matériel. On vous voit en train de peser chaque élément que vous avez emporté. Donc on a cette petite balance, on pèse, on essaye d'optimiser le matériel au maximum. Et du coup, tous les deux, on travaille aussi avec des marques textiles et de quincaillerie avec lesquelles on arrive à développer des nouveaux produits qui justement sont adaptés à ce genre d'ascension. Et c'est un processus assez intéressant. Elles sont contentes, les marques, quand vous coupez l'étiquette pour pas que ça fasse trop lourd? Tant qu'on ne coupe pas le logo, ils sont ça contents. Va. Bon, ça sert vraiment à quelque chose d'enlever l'étiquette d'une dégaine? À force, un petit peu. Ouais, il y a un côté mental, on va dire, un peu cette idée de bien faire et de mettre toutes les chances de son côté. Mais c'est sûr que c'est pas 10 grammes qui vont faire la différence, mais au final, il y a pas mal de choses qui peuvent s'accumuler. Et après, c'est plus un état d'esprit, quoi. Globalement, sur l'expé, on essaye de prendre un peu le minimum. Et si on prend quelque chose, on veut qu'il soit vraiment utile dans son entièreté, quoi. Ouais, puisque comme je disais, vous partez seul, il n'y a pas de porteur, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas tout ce matériel qu'on peut parfois avoir sur certaines expéditions en Himalaya. Donc il faut que tout rentre dans le sac, finalement, pour être autonome. Il y a un paramètre aussi important en haute montagne, quand on part sur des sommets en plus aussi éloignés, c'est la météo. Il faut tomber sur les bons créneaux météo. Alors là, Pierrick, vous étiez tranquille, parce que vous avez avec vous Simon, qui, dans sa vie professionnelle, est prévisionniste météo au Centre d'études de la neige de Grenoble. Donc voilà, là, on y va tranquille quand on a quelqu'un comme ça. Alors oui, mais Simon, sans ordinateur, il a un peu du mal à travailler. C'est compliqué de prévoir la météo quand on est dans un pays comme le Pakistan? C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur place. En fait, on fait appel à ce qu'on appelle un routeur météo. Du coup, moi, j'ai la chance d'avoir des collègues à Météo France qui peuvent m'aider là-dedans. Et du coup, j'ai 2-3 copains pendant l'expédition qui nous font des bulletins météo et qui regardent à notre place l'évolution météorologique qu'il peut y avoir. Et c'est un peu aussi une façon de les impliquer dans le projet. Il y a des moments, par exemple les moments où on s'apprête à aller dans la face, où on attend un créneau et tout, c'est assez intense même pour le routeur. Et il y a aussi une petite pression s'il nous dit qu'il fait grand beau et tout, il sait qu'on va y aller potentiellement. Donc voilà, c'est il y a une responsabilité importante. Il y a une petite responsabilité. Et du coup, c'est assez intéressant de faire ça avec des collègues. Bon, ils ont été bons, les collègues de Simon, ou pas? Il y a un film qui retrace cette expé où on vous voit, on annonce beau temps, il fait mauvais. Non, au début, ça a un peu pinaillé. Une fois que c'est parti, c'est lancé. Bon, alors cette ascension, Pierrick, on a vu cette face à 2500 mètres. Finalement, vous avez trouvé une voie. J'imagine que c'est compliqué. C'est des voies qu'il faut imaginer en bas de la face et puis improviser quand on est dedans. On improvise peu quand on est dedans. On réfléchit un peu tout à l'avance. On regarde avec les jumelles beaucoup. On passe beaucoup de temps au pied. Ça permet d'imaginer, mais aussi de s'imprégner du lieu et d'accepter un peu. Quand on est dedans, la face elle est tellement immense que si on n'a pas bien repéré, qu'on ne sait pas exactement où on va, on se perd en fait. On vous voit là dans cette face très, très raide, très verticale, et il y a encore de l'espace au-dessus. On a l'impression que vous arrivez au sommet, mais ce n'est pas le cas. Non, il y a encore un petit peu de dénivelé. Là, on va bientôt arriver à un bon bivouac, donc juste après, on était très heureux. Oui, parce que vous avez passé plusieurs jours dans cette phase, donc il faut trouver un moment dans une pente aussi raide, un endroit pour poser la tente. C'est pas le plus simple, Simon. Ça se repère pas à la jumelle d'en bas.
Non, ouais, On vous voit là en train de creuser justement ce fameux voilà, bivouac. ouais, ça c'est le premier bivouac qui n'a pas été le pire, mais pas le meilleur non plus. Donc en gros, du bas, ouais, on a passé quand même beaucoup de temps, quasiment 2 semaines à zioter l'évolution des conditions et l'itinéraire le plus safe possible entre le risque d'avalanche, les risques de chute de pierre, des choses comme ça. Donc on prend un peu tout en compte et on se dessine une ligne dans notre tête. Et c'est vrai que sur ce coup-ci, entre la ligne qu'on a dessinée aux jumelles dans nos têtes et celle qu'on a réellement fait, il n'y a quasiment pas eu d'écart. Et après, il y a des endroits de bivouac qu'on essaye de prévoir un peu à l'avance. Mais là, pour le coup, c'était un peu la mauvaise surprise de cette ouverture, c'est qu'on a eu des spots de bivouac quand même très inconfortables. Et surtout le deuxième, donc la nuit du deuxième jour où on n'a pas réussi à trouver une plateforme pour mettre la tente. En fait, on a dû dormir assis, quasi pendu dans les baudriers. Et voilà, ça c'était un peu un moment complexe de l'ascension. C'est pas facile avec tous ces aléas de faire des images en parallèle quand on n'est que 2 sur une expé comme ça. On essaye d'en faire un petit peu. En 5 jours, on arrive à ramener quelques minutes d'images. Mais non, c'est pas facile, surtout qu'il y a le froid, on est toujours avec les gants, et puis il y a toujours quelque chose à faire. On se fait toujours un peu prendre par le temps. 3 jours donc pour grimper cette face au final. En tout, on a mis 5 journées. Donc on a mis 4 journées de montée, 1 journée de descente. Et donc voilà, avec les bivouacs qui vont avec. Donc ça paraît pas hyper long, mais au bout des 5 jours, on était quand même bien rincés. On a mis un bon bout de temps avant de récupérer complètement. On vous fait conscience sur l'engagement physique que ça peut demander de passer 5 jours comme ça dans une montagne comme cette qu'on vient de voir. Là, les lits étaient inconfortables aussi dans le refuge, la tarte aux myrtilles, pas assez cuite. Enfin, je comprends, je compatis parce que c'est dur quand même la montagne. Ouais, puis le Pilat, 5 jours pour faire le Pilat, il faut déjà envoyer. Non, mais tout le tour. Eux, ils ont fait qu'une pente. Ouais, non, c'est des petits joueurs, on le sait bien, mais bon, c'est des jeunes, il faut les encourager. Alors, l'alpinisme, au-delà du trait d'humour de Clédo, c'est quand même une pratique engagée, notamment dans la façon dont vous la pratiquez. Vous exposez votre vie sur des expéditions comme ça. Je vous propose de regarder un petit extrait du film Revers gagnant qui revient justement sur cette expédition. Un moment un petit peu flippant. On enfile les crampons. Là, on a face à nous une cascade mythique en 4 sup. Je pars en tête et il y a une espèce de... Il y a plein de fois où j'ai rêvé du pire, où je me suis inquiétée, où ça m'a parfois un peu rendue malade. Ça sert à rien que je l'assure. S'il part, je peux pas le retenir, je peux rien faire. Franchement, on peut même pas appeler ça un spin drift, quoi. Je me prenais une avalanche sur la tronche, en fait. Tiens bon, mec, tiens bon. Je résiste tant bien que mal et ça dure, quoi. Ça veut pas s'arrêter. Ça revient. Bon, Simon, c'est vous qui êtes sous cette avalanche. Alors, la séquence dure quelques secondes, mais je crois que vous y avez passé un certain temps. Ouais, ça a duré une dizaine de minutes en tout, mais finalement, en fait, moi, vécu de l'intérieur, j'ai pas... Vous n'avez pas vu le temps passer. J'ai vécu ça hyper mal, quoi. En fait, j'étais assez concentré, je savais ce que j'avais à faire, quoi. Surtout me tenir et pas lâcher mes piolets. Au début, en fait, c'est vraiment le tout début de la voie, c'est la première longueur. Du coup, j'étais parti et j'avais pas mis de point encore. Et du coup, quand ça a commencé à durer et tout, j'ai quand même mis une petite broche. J'ai pris le temps de mettre une petite broche pour sécuriser la cordée. Et après, voilà, ça a fini par s'arrêter. Et disons que dès le début de l'ascension, on avait, comme on dit dans notre jargon, un peu grillé un joker. Et du coup, ça a remis un peu en question notre motivation sur quelques minutes. Mais finalement, vu que c'était vraiment le tout début, qu'on était quand même très, très, très motivés, on a discuté, mais ça n'a pas du tout influencé sur la suite. On est resté sur nos choix d'itinéraire de base. On a peut-être été un poil plus prudent pour la suite. Voilà. Oui, c'est vrai qu'une scène comme ça peut faire réfléchir un petit peu. Ça vous a permis en tout cas d'aller au sommet et de revenir avec cette belle ascension et puis cette distinction qu'on est très content de fêter avec vous aujourd'hui, le Piolet d'Or 2021.
Ça ne se termine pas toujours aussi bien, malheureusement. Pierrick, en montagne, vous faites partie du géant, le groupe Excellence Alpinisme National. C'est une sorte d'équipe de France des jeunes, qui est chapeautée par la Fédération française des clubs alpins de montagne. On avait d'ailleurs reçu à votre place sur ce plateau fin septembre 2 membres de cette équipe, Stéphane Benoît qui est le coach, et puis Anouk Félix Faure qui est une des grimpeuses, une des alpinistes de ce groupe, qui est une grenobloise comme vous. C'était juste avant de partir en expé en Himalaya avec l'ensemble de ce groupe. Alors, c'est une expé dont on a beaucoup parlé dans la presse parce que malheureusement, elle s'est mal terminée. Il y a eu une avalanche avec 3 membres du groupe qui sont morts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris ce qui s'est passé sur cet accident ? Il y a des hypothèses, et ça restera des hypothèses. On pense qu'ils ont été très prudents. Ils ont fait partir une première avalanche qui ne les a pas du tout touchés. Ils ont renoncé au sommet, ils ont commencé à redescendre. Ils sont repassés par leur bivouac, ils ont continué la descente. Ils ont vu que la neige avait commencé à chauffer et ils se sont dit que continuer la descente pouvait être un peu dangereux. Donc ils ont commencé à remonter, se mettre à l'abri à leur bivouac. Et c'est en remontant se mettre à l'abri à leur bivouac que là, ils se seraient fait emporter par une toute petite coulée, presque plus petite que dans les images avec Simon. Ou même ils seraient tombés, ils auraient fait partir une coulée. Ça on ne saura jamais. Mais ce qui est marquant et ce qui est dur, c'est qu'ils ont été très prudents. Que ça aurait été des têtes brûlées, on aurait peut-être un peu plus accepté. On se serait dit, si on fait attention, ça ne va pas nous arriver. Alors que là, le fait qu'ils soient très prudents et qu'ils se fassent quand même avoir, ça nous montre que finalement, là-haut, n'importe qui peut se faire avoir. Alors, vous aviez commencé l'expédition tous ensemble. Au moment de l'accident, les cordées s'étaient séparées sur des objectifs différents. C'est la première fois que vous êtes confronté dans votre carrière d'alpiniste à un drame d'aussi près ? D'aussi près, oui, des amis, c'est malheureusement pas la première fois, mais sur le même voyage, la même expé, oui, c'est la première fois. Vous pensez que ça peut vous changer votre approche ? On parlait de la prise de risque obligatoire quand on fait ce que vous faites. Ça nous change forcément un petit peu. Ça peut pas ne pas nous changer, mais c'est pas pour autant que j'arrêterai ou que je ralentirai. Alors, avant ce drame, l'expédition s'était déroulée normalement sur les premières semaines et vous avez réussi, là aussi, une première en Himalaya, sur une montagne qui s'appelle le Cholatse. Je crois qu'on est dans la région de l'Everest. C'est ça. Alors, sur le Cholatse, c'était pas forcément une première dans le sens où, dans la face nord, il y avait déjà plusieurs voies. Vous avez ouvert une voie. Par contre, on a fait une nouvelle voie, on a rajouté une petite ligne qu'on a pu ouvrir du fait d'excellentes conditions de plaquage qui ne sont pas là habituellement. Alors, on voit là aussi sur ces images, bon, ça peut donner envie à des alpinistes comme vous d'aller dans des phases comme ça. Nous, on est bien à les commenter assis derrière un plateau de télé. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, c'est tellement raide qu'il ne peut pas plus y avoir d'avalanche. Et surtout, c'est qu'il y a des conditions qui sont très rares, très exceptionnelles. Et on arrive du coup à pouvoir venir jouer sur ces morceaux de glace, ces morceaux de neige qui tiennent et qui nous offrent un petit chemin éphémère. Et c'est presque ça qui est beau. C'est de la régalade de se dire qu'on peut passer des endroits où normalement on ne peut pas passer. Alors on voit ces prises de vue avec les GoPro, j'imagine, vous faites ces images ? Ouais, celles-ci, elles sont sorties de la GoPro. On prend aussi un peu des appareils photo. Généralement, on a chacun une image qui permet d'enregistrer donc, ou un appareil photo ou une GoPro. Alors là, on est à plus de 6400 mètres de sommet, je crois. Le sommet est à 6440, je crois. Donc les images étaient forcément en dessous du sommet. On va voir les images du sommet quand même, de cette belle réalisation de ces jeunes alpinistes. Il y a Stéphane Benoît, il y a Anouk Félix Faure, il y a Pauline Champon, Pierrick évidemment, et puis un autre Pierrick, Pierrick Giffard, dans cette voie de 1600 mètres, côté extrêmement difficile. C'est déjà un beau morceau pour... C'est ça. Ça grimpe, comme on dit. Bon. Cette voie, vous l'avez dédiée aussi à vos trois copains. On l'a appelé Brother in Arms pour la dédier à nos 3 amis, mais c'est aussi le titre d'une chanson. De Dire Straits. Exactement, qui représentait bien un peu notre sentiment à ce moment-là. Gabriel Miloche, Thomas Arfi et Louis Pachoua qui étaient les 3 membres de ce groupe d'excellence alpine qui sont décédés en septembre. Vous, Simon, vous étiez pas sur cette expé, mais j'imagine que c'est un drame qui vous a touché. C'est la même génération. Ouais, nous, on était aussi au Népal, en fait, au moment de l'expédition de Pierrick sur un autre sommet. Et bien sûr, ça nous a touchés parce que déjà, c'est des personnes qui sont très proches. Moi, avec Louis, on était dans la même promotion de guide et on a beaucoup partagé. On a le même âge. C'est un milieu qui est très petit, donc forcément...
ça nous touche tous dans le milieu de l'alpinisme. Ouais. Alors j'ai envie de dire que ça fait partie du jeu, en tout cas de l'activité. Vous le savez, quand vous vous lancez dans des activités comme celle-là, est-ce que vous avez d'autres projets? Vous avez goûté à l'Himalaya, vous avez goûté au Piolet d'Or, mais vous n'avez que 27 ans, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses. Est-ce que d'aller plus haut, au-dessus de 7000, il y a la fameuse barre des 8000, Pierrick, ça vous tente? Ça commence à me titiller, mais peut-être pas là tout de suite. Mais pourquoi pas un jour? Tous les deux, parce qu'il y a une vraie cordée d'amitié aussi entre vous deux. Ouais, je pense que dans les projets futurs, on va de nouveau faire des choses ensemble. On est plutôt sur la même longueur d'onde là-dessus, motivé par des projets assez similaires. Donc, ouais, on va essayer de reformer cette cordée, un de ces quatre. Voilà, les Grenoblois à l'assaut, des plus au sommet du monde. Est-ce que vous emmenez des livres en expé? On a le temps de lire? Et oui, parce que quand on s'acclimate, en fait, des fois, on passe juste du temps à rien faire, à attendre que le corps s'habitue à l'altitude. Et du coup, là, Il faut s'occuper. on prend des livres à lire. Donc, on prend généralement quelques livres papier. On prend aussi des liseuses pour que ce soit un peu moins lourd. Des fois, j'avoue, on prend aussi des films. Pour juste, des fois, il faut juste attendre que le corps s'acclimate. Et des fois, faire trop d'efforts, c'est presque néfaste. Donc, lourd, un livre. c'est lourd les livres. Oui, Alors, mais Simon, il a la technique, il enlève toutes les pages. Donc, C'est Tesson qui fait ça. Il arrache les pages au fur et à mesure. Il lit le bouquin, au fur et à mesure, il arrache les pages. ah bah voilà, ça peut être... Il allume son feu le Ça m'est soir. déjà arrivé de couper un livre en deux, ouais. Bon, j'imagine que vous n'emmenez pas de BD, ça c'est un peu lourd avec les couvertures cartonnées, mais peut-être qu'après avoir écouté Émile, vous aurez envie d'emmener ces œuvres dans vos prochaines expéditions. Émile Berthier. Oui, moi, avant de switcher, je voulais vous poser une question sur Vous dites que vous faites des premières, donc en tout cas, pas forcément les sommets, mais en tout cas les voies. À force que tout le monde fasse des premières dans l'Himalaya, il en reste des trucs qui n'ont pas été faits, il en reste beaucoup, il en reste énormément, ça commence à être de l'embouteillage. il y a un terrain de jeu pour encore plusieurs générations à Ok. faire des premières. Est-ce que c'est aussi un moteur pour, par rapport à nos montagnes locales qui sont nécessairement plus petites? Est-ce que tout a été fait pour le coup ici et vous avez envie d'ouvrir des trucs et donc vous êtes obligé de partir loin? Ici, il reste encore quelques lignes, mais c'est quand même très très rare et disons qu'il faut des conditions assez exceptionnelles pour réouvrir des voies dans le massif des Alpes. Et après, en Himalaya et en particulier au Pakistan, en fait, il y a encore un potentiel qui est quand même vraiment énorme. Il faut juste s'y intéresser un minimum, mais il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. Ouais. Après, si on va là-bas, pour moi, c'est pas forcément pour faire des premières, mais c'est pour être dans des endroits totalement perdus, des endroits où le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on va et de ne pas pouvoir avoir de topo ou quoi, et vraiment l'idée d'aller à l'aventure. Moi, c'est ça qui me motive. Après, qu'on fasse une première, qu'on fasse pas une première, peu importe. Ok. Et est-ce que vous, en tant que génération, jeune génération, par rapport à l'enjeu écologique, est-ce que vous n'avez pas aussi envie de redéfinir justement la notion d'aventure, la notion de découverte dans des endroits plus proches, quoi, parce que moi j'imagine que vous n'y allez pas en vélo en Himalaya. Et donc c'est pas pour vous taquiner particulièrement, mais c'est une vraie question. Quoi. Après, moi, au cours de l'année, moi je pratique pas mal l'escalade en falaise aussi, et j'ai pas mal de projets qui sont axés via ce sport-là, et ça c'est quelque chose qui se fait vraiment en local, et même en falaise, on peut ouvrir des voies en posant des points ou des choses comme ça, et on ouvre aussi des voies, mais c'est vrai que nous, on a une réelle passion pour l'aventure et l'exploration, et c'est vrai, ça c'est dur de l'assouvir en restant dans les Alpes. Après, il y a un bilan carbone qu'on n'a pas du tout calculé, c'est quand on part pendant 1 mois et demi, 2 mois là-bas, certes on prend l'avion, certes on prend un peu du matos, mais après pendant 1 mois et demi, 2 mois, on ne consomme pas d'électricité, on ne consomme pas d'eau potable, on consomme rien, ouais. Et il faudrait calculer. Ça, c'est très net. Hein. Ouais, avec un aller-retour long courrier, tu fais l'équivalent d'un Français moyen pendant 1 an, tout confondu. Ouais, voilà. Donc malheureusement, ça joue pas. Vous êtes tombé sur un spécialiste, visiblement. Émile, on va revenir. Alors la montagne, effectivement, ça peut être un sujet d'inspiration pour un auteur de BD, mais vous faites des BD un peu particulières. J'ai la dernière dans les mains. L'effondrement, petit guide local, équitable et lombricompostable, je disais tout à l'heure, de l'effondrement. C'est une BD qui vient de sortir, que vous avez éditée. C'est pas une BD classique, hein, comme on a l'habitude d'en voir dans les rayons des librairies. Vous appelez ça de la bande détournée. Tout à fait, oui, parce qu'à la différence de notre ami Clé 12, nous, on est incapable de dessiner, malheureusement. On n'a pas le moindre talent de ce côté-là.
Et du coup, on récupère des vieux comics américains des années 40 à 60 qui sont tombés dans le domaine public par suite d'une législation qui était faite comme ça à l'époque. Donc si on ne renouvelait pas activement le copyright, ça tombait dans le domaine public. Et du coup, on les récupère et grosso modo, on gomme ce qui a marqué dans les bulles et on refait le texte. Et on se permet aussi souvent de jouer avec les vignettes, de couper des passages, de réagencer, parfois de mixer des sources différentes. Voilà, le tout donc avec l'idée de parler de sujets politiques, sociaux, actuels, à travers une imagerie qui est l'imagerie donc de l'Amérique d'après-guerre, donc qui est un truc passablement impérialiste, parfois clairement raciste, misogyne. Donc il y a vraiment une espèce de décalage de lecture qui crée l'aspect amusant et satirique. Ouais. Et puis le message est celui que vous avez envie de faire passer et pas forcément les messages d'origine. Tout à fait, Thibaut. C'est pratique comme ça de faire parler des héros. Pourquoi uniquement les comics américains? Il y a, j'imagine, d'autres BD des années 50 qui rentrent aussi peut-être dans ce registre. C'est pour une raison simplement de production. En fait, l'Amérique, à ce moment-là, produisait énormément de BD. Et aujourd'hui, c'est très facile de les retrouver sur Internet. Il y a des sites collaboratifs. En fait, il y a des passionnés de ces comics à cette époque qui scannent, qui mettent en partage sur des sites. Et donc nous, on va faire notre marché là-dessus et on a à disposition une quantité absolument gigantesque de comics de cette époque-là. Et c'est vrai que l'équivalent en français est peu intéressant. Déjà, il y a beaucoup moins de matière et souvent, c'était des trucs qui étaient traduits aussi et moins diffusés. Enfin, là, il n'y a pas du tout cette production pléthorique qu'il y a eu à cette époque-là aux États-Unis, quoi. Ce sont des BD donc vous choisissez selon ce que vous avez envie de raconter. Vous mixez ensuite différents albums pour faire une histoire. Oui, alors il y a différents. En gros, on a différents formats. On a commencé en faisant ce format-là, pas dans le poil les 4 Hubert. Donc là, c'est une histoire longue sur 2 tomes. Et donc pour le coup, on a des héros récurrents. Donc nécessairement, on est obligé d'avoir récupéré des épisodes d'une même aventure. Et donc là, on a récupéré une série qui s'appelle Tom Corbett and the Space Cadets. Donc là, on mixe différents épisodes, mais on a ces personnages-là récurrents. Et à l'inverse, l'effondrement, le petit guide de l'effondrement, c'est le tome 1 et là, c'est le tome 2 qui vient de sortir. Là, c'est du format rubrique à braque. Donc en fait, on a plein d'histoires courtes mélangées. Donc il y a une plus grande diversité de sources. Avec plein de héros différents. Avec plein de héros différents, voilà, qui reviennent d'un tome à l'autre. Mais c'est vraiment du format court. Sachant que une des caractéristiques quand même de ces BD, de ces comics de cette époque-là, c'est qu'il y a un trait qui est hyper codé. En fait, tout le monde dessinait plus ou moins pareil. Et donc, c'est relativement facile de mélanger des sources différentes, avec évidemment toujours la limite d'un personnage qu'on doit conduire sur toute une histoire. Mais on peut se permettre d'avoir des digressions avec des morceaux d'histoire qu'on va chercher ailleurs. Il n'y a pas de choc graphique. Ouais, c'est pour ça que ça reste homogène, même si vous êtes allé piocher dans différents auteurs et dessinateurs alors de il y a un bande nombre dessinée. de dessinateurs très grand, quoi. Alors, on a compris que vous prenez les années 50 puisqu'il n'y a plus de droits d'auteur ou de dessinateurs et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je connais une série BD des années 50, même encore avant, très célèbre, c'est Tintin, qui se prête très bien, j'imagine, à ce type de détournement. Eh bien, Thibaut, c'est une vraie question. En fait, Tintin, il y a une politique. Alors, Tintin, c'est pas libre de droit. Il y a une politique des ayants droit qui est extrêmement agressive, qui s'appelle donc Moulinsart. C'est je ne sais pas qui c'est qui détient. Enfin, la personne qui détient les droits de Moulinsart, c'est plus un héritier direct d'Hergé, c'est le mari de je ne sais pas quelle personne. Mais qui, eux, sont hyper agressifs. Mais vraiment, ils vont chercher le moindre mec qui fait une petite sculpture dans son coin et qui reprend Tintin. Il y a un nombre de procès assez impressionnant. Et donc, c'est une vraie question. Nous, on réfléchit à éventuellement faire quelque chose avec ça, en prenant les précautions nécessaires. Mais il y a il y a 2 intérêts fondamentaux. Le premier, c'est que c'est très identifié, Tintin, tout le monde connaît Tintin. Donc à partir du moment où on voit Tintin avec du texte qui ne colle pas à Tintin, on sait que c'est lui de détournement. Ce qui n'est pas le cas avec ces BD-là. On peut être pris au jeu et penser que c'est l'original. Et oui, en France, nous, il y a des fois, on voit sur les réseaux qu'on publie un truc, il y a des gens qui des fois disent « Oh là là, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est ringard vos dessins ?» Et vu qu'on n'a pas forcément la référence, si ce n'est par le style, voilà, les gens ils peuvent se dire juste « Oui, ils dessinent à l'ancienne. » Comme dans les années 50. Voilà, alors que bon, avec Tintin, ce décalage-là est créé d'office. Ça, c'est intéressant. Et nous, ce qu'on réfléchit à faire, c'est de parler à l'intérieur de l'album de Tintin qu'on détournerait potentiellement, de parler de cette question, justement, des droits d'auteur et cette question de l'emprise de Moulinsart sur le personnage de Tintin. Qu'est-ce que c'est un personnage de fiction? Qu'est-ce que c'est des droits? Pourquoi est-ce qu'au bout de 3 générations, les droits courent toujours? On ne peut pas s'emparer de ce personnage. Voilà. C'est des questions qui sont intéressantes
en soi. Vous pensez qu'en le tournant comme ça, vous échapperez peut-être au recours en justice? Joker. Vous aussi, vous avez grillé votre joker. En tout cas, si les ayants droit de Tintin nous regardent, on ne sait jamais. Voilà, maintenant, ils sont au courant qu'il y a un projet qui se prépare du côté de Grenoble. Un possible projet, exactement. Un possible projet. Restons prudents. En tout cas, là, ce n'est pas un projet, c'est une réalité. Le tome 2 de l'effondrement vient de sortir. C'est des bandes dessinées que vous auto-éditez avec l'aide notamment des gens qui vous suivent. Ouais, tout à fait. En fait, on a un système, un business plan, comme on dirait dans la Startup Nation, assez simple. On fait des campagnes de financement participatif qui nous permettent donc de précommande, de prévendre. Donc les gens font des précommandes des albums. Nous, ça nous permet de récolter de l'argent pour imprimer les bouquins. Et ensuite, ils partent dans le circuit classique avec un distributeur classique en librairie. Et ça permet, sur les ventes en crowdfunding, d'avoir des marges qui nous permettent, nous, en fait, d'en vivre. Alors que c'est très compliqué, sinon, si on passe que par un circuit classique avec un éditeur classique, c'est compliqué parce que voilà, il reste plus grand-chose à la fin, il reste pas grand-chose. Il faut vendre des quantités de BD absolument pharaoniques pour arriver à gagner quelque chose. Et nous, on arrive à s'en sortir en vendant... Là, les tirages qu'on fait, c'est entre 3 et 6 000, ce qui est vraiment pas mal, mais ce n'est pas non plus des nombres absolument impressionnants. Et ça nous permet aussi, cette association, donc cette maison d'édition, d'éditer d'autres personnes maintenant. Donc dans l'effondrement, on a bossé avec quelqu'un qui s'appelle Infographiste, qui justement s'est fait connaître en détournant Tintin, puis il s'est fait taper sur les doigts par Mounassar, la boucle est bouclée. Et lui, on lui a édité depuis 2 albums. Et là, en ce moment, on a une campagne de financement participatif pour un nouveau bouquin d'un dessinateur, pour le coup, un vrai monsieur comme ça, qui dessine avec un vrai crayon et tout, pour de vrai. Des crayons de couleur, qui s'appelle Coco n'aime pas le capitalisme, et qui est actuellement, qu'on peut trouver sur Ulule. Et c'est un super album. Donc c'est aussi intéressant. Nous, voilà, on a cette double casquette d'auteur et d'éditeur, pour nous et pour les autres. Et ben voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces BD détournés, il y a un site internet, un bande détournée, où on peut retrouver tous les numéros que vous avez édités. On peut se les procurer et puis participer aussi aux campagnes de financement qui permettent, on l'a compris, d'alimenter les futurs projets. Voilà. Il y a à côté de vous, vous l'avez cité, et il nous suit, il nous dessine depuis le début de cette émission, quelqu'un qui aime bien aussi détourner l'actualité pour nous faire rire, c'est Clé de 12. Dès qu'on l'invite quelque part, Clé de 12, il sort son cahier, ses stylos, il dessine. Il y a déjà eu plusieurs dessins, Oui, on voilà. peut les voir ou c'est secret, ou il faut attendre la publication? C'est pas secret, voilà, ça peut passer, ça c'est hop, bah voilà, allez, je les prends. Voilà. En tout cas, je tiens à dire tout de suite que si dans 50 ans, quelqu'un s'amuse à changer les textes de mes éphémérides, il aura affaire à moi. C'est 70 ans après ta mort. 70 ans après ma mort. Oh, ça laisse encore un petit peu de marge. Effectivement, on va parler d'une éphéméride, l'éphéméride de Clé de 12, qui nous revient chaque année, d'ailleurs. J'ai aucune imagination, donc moi, je fais toujours la même chose tous les ans. C'est terrible. C'est ça, on va dire un petit calendrier, 365 pages, illustré par 365 dessins. 365 dessins avec des personnages différents à chaque fois. Donc, ouais, ça ressemble un petit peu à l'effondrement. Enfin, c'est pareil, c'est un petit dessin différent, des histoires. 365 histoires différentes, ouais, c'est tout à fait ça. On peut se dire, imaginez que c'est un travail titanesque, mais vous avez un coup de crayon qui vous permet en quelques secondes, en général, de croquer une situation, de la mettre sur le papier. Ouais, quand j'interviens en direct, lors de débats, je dis aux gens, c'est entre 50 et 100 dessins. Donc, un coup, j'ai travaillé 2 jours, j'avais fait 199 dessins. J'étais pas tombé loin. J'aurais dû bosser un petit peu plus le soir et c'était bon. Mais je pisse de la copie, on va dire, quoi. Mais c'est le principe du dessin de presse, c'est ça. On va pas s'arrêter. C'est dans l'instant. Oui, il faut, c'est comme une pizza, il faut que ça soit chaud, quoi. Faut aller très très vite. Donc c'est pour ça que le direct c'est super parce que les infos arrivent tout de suite, tac, on réagit, c'est un vrai plaisir. Allez, depuis qu'on a démarré l'émission, donc il a pissé de la copie, comme nous dit Clé de 12. Alors celui-là, c'est en lien avec Simon et Pierrick. Alors j'arrive plus à lire à l'envers. Une femme alpiniste au Pakistan. Ah oui, ça c'est vrai que... Ça c'est une première. Oui, je suis pas sûr que vous en ayez croisé beaucoup des femmes alpinistes. Oui, il y en a. Si. Des pakistanaises?
Non. Ah oui, Ah, non, les mais- européennes. Les européennes. Ah oui, oui. Bon, c'est déjà un progrès, mais si à 27 ans, tu n'as pas le piolet d'or, tu as raté ta vie. Effectivement. Alpiniste. Ils n'ont pas de Rolex, visiblement, mais ils ont un piolet d'or, nos amis. Le piolet d'or, c'est pas mal comme concept. Bon, vous n'êtes pas comme ça, vous. Non. Hein, il n'y a pas de coup tordu dans le dos. La pente est rude, le chemin est raide. C'est qui ce petit bonhomme là? C'est Raffarin, donc Ah. voilà. Mais en réalité, j'arrivais plus à voir sa phrase. C'est vrai que que- rude et c'était la pente Le chemin, la pente est chemin rude. difficile. Il y a quelque Le chose. chemin dans est ce- ouais, difficile et la pente est La citation, Ouais, j'étais tout d'un coup, j'ai dit oh là là, c'est. Elle est détournée, on va dire, Ouais. cette citation. Allez, un petit dernier pour la route. Plus agressif. Non, c'est quoi? Ouais, plus agressif, tu Tu mords. C'est vrai que Tintin, ouais, c'est du boulot. Hein. C'est Voilà, avec la- Linsart, c'est des sales bêtes. hein. Il pourrait attaquer aussi pour une parodie de Tintin avec les dents longues. Non, ça Non. encore, ouais, non. On a le droit. encore On a le droit en dessinateur Ouais. de presse d'aller C'est pas caricaturer. Tintin que j'ai fait, c'est quelqu'un avec une culotte de golf et qui a une petite mèche de cheveux. donc. Bon. Il serait dommage de ne plus pouvoir caricaturer Ouais. les personnalités qui nous encourent. Coup de crayon facile. Une éphéméride qui est déjà maintenant installée dans le paysage grenoblois. C'est la 15e édition? 2006, la première. Eh ben, 16 même, 16e édition, avec au fil des pages un humour qui passe par toutes les couleurs, j'ai envie de dire. Le noir, évidemment, qui est une couleur qu'aiment les humoristes. J'ai pris le 7 janvier, par exemple, avec la hausse des prix du gaz qui inquiète jusqu'aux personnes suicidaires. Un humour également religieux, j'ai envie de dire. Hein, il suffit d'aller au 9 janvier. Avec, J'adore les trous du culte. c'est Je ne peux des, pas m'empêcher de me les payer. les dessins correspondent à l'actualité du jour de l'année passée ou pas forcément? Non, c'est, je parsème un petit peu, je regarde tout ce que j'ai à la fin de l'année. Enfin, pas à la fin de l'année exactement, je fais ça plutôt en septembre. C'est parce que au début, je sortais ça début janvier, puis les gens se sont plaints parce qu'ils voulaient l'acheter pour les fêtes, Ah oui, pour c'est un Noël. beau cadeau. Donc, du coup, je fais ça, je finis ça en septembre et en octobre, l'éphéméride est pleine. C'est une année écoulée. Donc, je regarde un petit peu tout ce que j'ai et j'essaye de pas trop revenir sur des thèmes récurrents comme le Covid cette année. Voilà, donc, La politique est bien présente. Là, on voit fait. l'arc humaniste d'Éric Piolle, hein, notre maire de Grenoble, qui n'a finalement pas touché sa cible, même si, en effet, ouais, donc, même si le dessin peut être trompeur. L'union de la gauche aussi, vue par Clé de 12, ça donne ça. C'est vrai que dans l'union, on n'avait pas forcément insisté sur la dernière syllabe, mais c'est la plus importante. Hein. Et puis une dernière, puisqu'on parle de politique, avec un hommage à une étoile filante de la campagne présidentielle, Jean-Marie Bigard. Il n'y a pas une faute d'orthographe sur la fonction m'habite, non? je sais pas. Non. J'essaye de faire gaffe, mais j'ai du mal à tout relire quand même à la fin de l'année. Alors, celui-là, justement, il est dans le. Enfin, il y a quand même des dessins où je me dis, bon, il y a des enfants qui regardent l'éphéméride. Alors, il y a des dessins que je n'ai pas mis. C'est pour ça que cette celui-là, année. il est dedans, Voilà. hein. Celui-là, il est dedans quand même. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite expo qui s'appelle l'éphéméride. Et qui sont avec les dessins que je n'ai pas mis dans l'éphéméride et qui sont en expo avec des fugues café où l'éphéméride est en vente. Et donc, tout le mois de décembre, il y a l'expo sur les dessins inavouables. Ça vous arrive de vous auto-censurer Comme tout le monde, voilà, tous, on la télé, on on s'autocensure. tous, mais Oui. dans le dessin de presse, on revendique une certaine liberté d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dessins que vous faisiez peut-être il y a 10 ans que vous auriez plus publiés ou montrés aujourd'hui? Dans l'éphéméride, je me censure pas parce que voilà, après, achète qu'il veut. Après, des fois, je travaille pour des clients et c'est de toute façon, ils me les censurent eux ou ça m'est arrivé, mais j'ai dit on arrête. Hein. Mais c'est vrai que c'est clair que oui, par moment, je dis pour des clients, je dis non, ça passera pas, c'est même pas la peine d'essayer. Je suis quand même pas du genre à passer des heures à essayer de convaincre. Mais bon, c'est voilà, faut y aller petit à petit, quoi. Mais petit à petit, des fois, on arrive à en faire passer. Mais il y a des trucs, je leur envoie juste pour qu'ils rigolent un coup, mais je sais qu'ils vont pas les mettre.
Allez, encore quelques dessins issus simplement du mois de janvier. Hein. Je n'ai pas effeuillé plus loin pour que les gens qui découvriront cette éphéméride, un petit peu de surprise sur le reste des Oui, des parce dessins. que chacun a sa façon de... Il y a des gens qui regardent l'éphéméride entièrement le jour où ils l'ont acheté. Ils regardent tous les dessins. C'est le genre de truc qui doit être un petit peu dur quand même. Il y a des gens qui veulent vraiment avoir Chaque le jour. dessin chaque jour. Il y a des gens qui arrachent les pages de juillet et août et qui partent en vacances avec. Il y a vraiment, chacun a sa méthode. Ouais, ça se consomme un petit peu selon les goûts. Bon, on la trouve dans les points de vente grenoblois, notamment BD Fugue et la librairie Artaud, qui sont Voilà. deux c'est- enseignes qui diffusent chaque année le produit. Seulement là-bas, parce que ouais, j'ai fait carrément ma diffusion, mon impression, je m'occupe de tout, parce que c'est vrai que sinon on touche rien du tout. Hein. À la sortie, on a 7% du prix du livre, donc j'ai décidé d'être mon diffuseur, mon imprimeur. Voilà. Donc, c'est plus simple. L'éphéméride 2022 de Clé 12, 365 doses d'humour, on peut le dire comme ça. 2 séances de dédicace, 4 décembre, ce samedi, donc à la librairie Artaud, toute l'après-midi, la Voilà. totale. Et le 18 décembre, à BD Fugue Café. Alors voilà, si vous voulez l'avoir dédicacée par Clé 12, vous vous intéressez à la politique, Simon et Pierrick? De loin. De loin? Bon, il faudra vous rapprocher parce qu'en 2022, il y a une grosse échéance politique et je sais que Clé 12 sera certainement sur le pont pour croquer les bons débats, peut-être ce qu'on fera à Télé Grenoble, notamment pour les législatives. On était très long sur cette émission, on n'a pas le temps de faire le temps additionnel. Je vous remercie d'être venus. Encore un grand bravo à nos Piolets d'Or 2021. Voilà. On peut les applaudir. Public Attention à les avalanches. public en délire. Voilà, on va saluer également l'éphéméride 2022 de Clé de 12. Et puis l'effondrement, c'est moins glorieux, mais ça vaut le coup d'aller se plonger dans ces BD détournés made in Grenoble. Voilà. Merci à tous les 4. On se retrouve nous très rapidement pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.